Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Cette semaine, un reportage exclusif de Mossoul. Nos reporters Nordine Béziou et Mathieu Mabin ont suivi les forces spéciales au cœur de la bataille. Leur avancée est fortement ralentie. Nous irons également dans la bande de Gaza où une usine de coca a ouvert ses portes. Près de 1000 emplois devraient être créés, mais cette ouverture est tout de même contestée. Vous verrez pourquoi dans un instant. L'embargo médiatique récemment décrété par Bagdad fait d'eux les derniers témoins de la situation réelle à l'intérieur de Mossoul. Nos reporters Mathieu Mabin et Nordine Béziou ont suivi au cœur de cette guérilla urbaine les forces spéciales irakiennes. Leurs documents confirment le ralentissement de l'avancée des troupes sur le terrain. Ces forces antiterroristes essuient des pertes considérables. Selon l'ONU, 2000 soldats sont morts et près d'un quart de leurs véhicules ont été détruits. Où est mon père? Je veux voir mon père. Mon père. À l'entrée est de Mossoul, dans ce poste de secours improvisé, la noria des blessés est quasi permanente. L'enfant a échappé de peu à l'explosion d'une mine. Son père, lui, ne survivra pas. Nous entrons dans le secteur conquis par l'unité antiterroriste irakienne. Les blindés déchiquetés par les mines jalonnent le parcours. Au volant, le caporal Jassim, 21 ans, assure la visite guidée. Ils étaient très nombreux dans ce quartier. On les a encerclés et on les a tués jusqu'au dernier. On n'a pas encore ramassé leur corps. Il y en a encore un là. Celui-là, c'était un chef. Voilà ce qui les attend. Ils seront mangés par les chiens. Voilà, on est arrivé au poste de commandement. Ici, tout est sous contrôle. Soyez les bienvenus. On les appelle la division d'or. Voilà bientôt 7 semaines que l'unité antiterroriste irakienne est engagée dans la bataille de Mossoul. Enfants chéris du gouvernement et véritable garde prétorienne du Premier ministre, les hommes en noir sont sélectionnés, entraînés et équipés par les forces spéciales américaines. Mossoul jurait d'être une bataille difficile, promesse tenue. C'est un vrai labyrinthe ici et la densité de population est énorme. Combattre dans ces rues est un vrai casse-tête. Si on veut épargner les civils, on doit y aller vraiment doucement. Pendant 2 ans, l'organisation État islamique était chez elle à Mossoul. Mais en reprenant le terrain, les militaires profitent quand même de quelques soutiens. Dès qu'on est arrivé, il nous a renseignés en nous indiquant les maisons occupées par les terroristes. On a le soutien d'une partie des habitants. Faites quand même attention aux maisons qui entourent la mienne. Celle de derrière et celle à droite. Je vous dis ça comme ça. Derrière les barbes, difficile de distinguer un partisan de Daesh d'un allié. Les infiltrés sont la hantise des officiers. Premier coup de feu de la journée, tout près. Mais cette fois, les tirs viennent d'un secteur repris la veille aux combattants de Daesh. Des snipers. En quelques minutes, la situation bascule. À 2 pâtés de maison, les infiltrés tant redoutés ont fait fuir ces policiers chargés de garder le terrain conquis. Le V de la victoire ne suffit pas à dissimuler le malaise. Ils sont morts de trouille en fait. En désertant leur poste, les policiers ont provoqué l'exode. À 29 ans, le capitaine Amjed commande 30 hommes et fait la guerre depuis 10 ans. Regarde, ce sont des réfugiés. Ces familles viennent de s'arracher au contrôle des djihadistes. Première cigarette depuis 2 ans et demi. Les djihadistes se sont infiltrés dans le quartier voisin, à environ 150 mètres d'ici. La nuit va tomber,
L'abandon du poste de police a créé une brèche dans la défense du quartier. Rappelé à la radio, un groupe de policiers se présente enfin. Salut, je suis le capitaine Amjed. On est content de vous voir. Il est où ton poste? Il est là-bas. Bon, eh bien alors on y va, et tu viens avec nous. Les tirs s'intensifient. Les soldats s'attendent d'un moment à l'autre à tomber nez à nez avec leurs adversaires. Contrôle le coin gauche. Encore quelques foulées pour reprendre la position abandonnée avant les djihadistes. Vas-y, traverse. Sur le carrefour, objectif atteint, les soldats arrivent à temps, juste avant la nuit. Allez, on monte. Ici le capitaine Amjed, poste de défense ouvert. Je demande un renfort de 5 personnels. Ce poste est stratégique. Bien reçu. Terminé. De retour au PC du bataillon, le capitaine Amjed apprend la mort d'un de ses camarades. C'était un capitaine comme moi, il commandait une section. Il est tombé tout à l'heure au combat. Que Dieu ait son âme. Depuis le début de la bataille de Mossoul, 20% des hommes de l'unité ont été tués ou blessés, alors qu'à peine un quart de la ville a été reconquise. À ce rythme, et si les troupes régulières ne prennent pas rapidement le relais, la désormais célèbre division d'or sera bientôt hors de combat. Vous avez sans doute entendu parler de Bana al-Abed, ou peut-être même avez-vous lu ses tweets. Cette petite Syrienne d'Alep raconte sur le réseau social le conflit dans son pays et son quotidien sous les bombes avec l'aide de sa mère, Fatima. Fin novembre, la fermeture soudaine de son compte Twitter avait suscité l'inquiétude de ses followers. Il a rouvert ce lundi. Les précisions de Laure Manin. Un compte Twitter désactivé et réactivé en 24 heures sans explication, le phénomène n'a pas de quoi inquiéter. Sauf quand son auteur est une petite fille de 7 ans qui vit sous les bombes dans les quartiers est d'Alep. Ces derniers jours, Bana et sa mère Fatima ont multiplié les messages inquiétants évoquant l'intensification des bombardements avec les récentes offensives de Bachar al-Assad pour reconquérir la ville et l'armée du régime qui se rapproche et fait redouter à la famille Al-Abed une arrestation imminente. Nous sommes sûrs que l'armée est en train de nous capturer. Nous nous verrons un autre jour, cher monde. Au revoir. Quand le compte de Bana est désactivé, les internautes retiennent leur souffle. Ils se sont attachés à cette fillette, filmée ici dans les rues d'Alep en novembre. Le hashtag #WhereIsBana fleurit. Ses followers se transmettent ce qu'ils croient savoir. Après la destruction de sa maison, la famille Al-Abed aurait fui vers les quartiers ouest, sous contrôle gouvernemental. Une hypothèse sans réponse, le compte de Bana a finalement rouvert sans aucune explication. Ce silence relance en revanche les interrogations que suscitait le compte depuis son ouverture en septembre. Beaucoup s'interrogent sur l'identité réelle de l'auteur et sur ses objectifs. Il se peut parfaitement qu'elle soit un personnage imaginaire. Il se peut parfaitement que cette petite fille de 7 ans existe et un état civil et que ça soit sa mère et un groupe de militants qui remplissent des informations. Malheureusement, ça devient encore plus compliqué. Ça ne va rien nous prouver, ni sur la vérité, ni sur la fausseté de ce qu'elle dit. Une chose est sûre, la petite fille des vidéos et de Twitter existe. Son identité et ses motivations réelles, elles, ne peuvent pas être vérifiées. On en vient à l'ouverture de la première usine Coca-Cola dans la bande de Gaza. Près de 1000 emplois devraient être créés. Une bonne nouvelle pour l'enclave palestinienne qui souffre d'un des taux de chômage les plus élevés au monde. Mais l'ouverture de cette usine soulève certaines interrogations. La fabrication de ce soda nécessite beaucoup d'eau, une ressource rare à Gaza. Reportage.
Les premières bouteilles fabriquées à Gaza sortent de l'usine tout juste inaugurée. Elles vont être vendues aux 2 millions de Gazaouis, un projet lancé il y a plus de 2 ans. Comme vous le savez, les machines indispensables à notre usine sont très volumineuses. Ça n'a pas été facile de leur faire passer les frontières, mais finalement, nous avons réussi et nous avons pu lancer notre production. L'entreprise a notamment dû régler le problème de l'eau. Coca-Cola a construit sa propre usine de dessalement. Tout le monde n'a pas ce privilège. Pour la population, l'eau qui sort du robinet n'est pas potable. L'eau est propre, mais elle n'est pas potable. On l'utilise seulement pour faire la vaisselle. On ne peut pas la boire, c'est impossible. Comme l'eau stockée sur ce toit, les réserves à Gaza contiennent un fort taux de sel. Au total, 10% seulement de l'eau est potable. L'arrivée de Coca-Cola ne réjouit pas tout le monde. Même le peu d'eau qui est disponible nous est confisqué. Personne ne s'intéresse à nous, la population. Fin novembre, la Banque mondiale s'inquiétait de la situation qu'elle juge alarmante. Si rien n'est fait d'ici 2020, la bande de Gaza deviendra inhabitable. Seule solution, dessaler l'eau de mer. Une technique gourmande en énergie. Ça, c'est notre usine. Nous sommes capables de produire 2000 m3 par jour. On dessale de l'eau de mer et on la rend potable. Pour compenser sa consommation d'or bleu, la fondation Coca-Cola a promis de fournir en eau potable les 25 000 habitants d'un camp de réfugiés dans la bande de Gaza. On termine par ces images toujours aussi féeriques du sapin de Noël à Bethléem, la ville natale du Christ. Des centaines de personnes se sont réunies autour, un sapin et des feux d'artifice pour marquer les festivités de fin d'année. Voilà pour l'essentiel. Restez fidèles à France 24. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu.